10 novembre 1799, à l'orangerie du château de Saint-Cloud. Napoléon Bonaparte contraint les députés des 500 à voter la fin du Directoire, par l'intervention de ses soldats. Il devient premier consul de la République. Le pouvoir napoléonien naît à Saint-Cloud. Napoléon Bonaparte vient s'établir à Saint-Cloud en septembre 1802. L'ancienne résidence royale devient la résidence d'été du premier consul, après de lourds travaux de restauration et de remeublement. Napoléon vient passer la belle saison à Saint-Cloud, mais il y tient également des conseils de gouvernement. Sous le consulat, il fait élever un manège, par son architecte Pierre Fontaine. Ce bâtiment est utilisé pour l'instruction des pages, puis plus tard par l'impératrice Marie-Louise. Au sommet d'une colline dominant Paris, dans l'axe du château, la lanterne de Démosthène est également édifiée. Elle est constituée d'une tour de pierre, surmontée d'une rotonde en terre cuite, moulée sur un original athénien de l'Antiquité. Elle signale la nuit aux Parisiens la présence du premier consul à Saint-Cloud. Adepte du grand air, Napoléon s'installe en rez-de-jardin, sur le parterre de l'orangerie. Il occupe les anciens appartements des enfants de Louis XVI et de leur gouvernante. L'appartement du premier consul comprend une partie publique, l'appartement d'honneur. Le salon des pages, orné après 1810 d'une carte des chasses de Versailles, marque l'entrée de l'appartement. Puis vient le salon des aides de camp, où patientent les visiteurs admis à l'audience. Le salon du premier consul, puis de l'empereur, est tendu d'une somptueuse tapisserie de Beauvais dite des jeux russiens. Une commode et une table en ébène et bronze doré, confisquées sous la Révolution, viennent compléter le mobilier livré en 1802. C'est là que le premier consul reçoit le matin les grands dignitaires, les membres de sa famille et les solliciteurs. Au-delà, c'est l'appartement intérieur, le domaine privé de Napoléon. Le cabinet de travail est la pièce où il passe la plus grande partie de sa journée. Entièrement habillé de bibliothèque en acajou, il y travaille avec son secrétaire particulier, Claude-François de Menneval, à la direction des affaires de la France. Sa chambre à coucher est une chambre de parade, où trône un lit livré par Jacob Frère. On y remarque aussi un lavabo en porcelaine et bronze doré, et un buste de Jules César. Joséphine, titrée Madame Bonaparte, est installée dans l'aile du fer à cheval, dans les anciens appartements du roi et de la reine. On accède à son appartement par l'ancien escalier de la reine, qui devient en 1804 l'escalier de l'impératrice. L'appartement de réception, qui s'éclaire sur le fer à cheval, est précédé d'une antichambre très sobre. Elle présente un plan relief de la rade de Cherbourg, qui témoigne des grands travaux menés sous l'Empire. On pénètre ensuite dans le salon des pages. Joséphine y fait installer le Phèdre et Hippolyte, peint par Guérin en 1802. Ce salon ouvre une enfilade de 6 pièces. Le salon des dames est rythmé par des tableaux à sujets religieux des XVIe et XVIIe siècles. La chambre de Joséphine est à l'image de l'appartement, où c'est surtout un mobilier contemporain qui est présent. Ainsi sa table de toilette livrée par Jacob, ou sa psyché dessinée par Percier. Le boudoir de la future impératrice est installé dans l'ancien grand cabinet de Marie-Antoinette. Les sièges à figure de cygne sont les meubles les plus célèbres de cet ensemble. Côté cour, les pièces sont d'abord attribuées à Napoléon, qui les laisse à Joséphine après la proclamation de l'Empire. Dans l'antichambre, Marie-Louise fait installer un billard, jeu pour lequel elle se passionne. La salle à manger de l'appartement est la salle à manger particulière du couple impérial, qui y prend son déjeuner, entouré de tableaux également tirés du Louvre. La chambre de l'impératrice est l'ancienne chambre de la reine Marie-Antoinette. L'ensemble du mobilier manifeste le goût de l'Empire, pour les oppositions heurtées de couleurs et de matières, jaune et nacara pour les étoffes, acajou et bois doré pour les meubles. À partir de 1804, les grands appartements deviennent le cadre de la vie fastueuse de la cour impériale. On accède aux pièces de réception par l'escalier de marbre, en passant devant une statue de pharaon offerte à Bonaparte en 1801.
Le salon de Mars et la galerie sont le point d'orgue de l'enfilade. Le salon de Mars conserve son décor du XVIIe siècle, mais sa cheminée est ornée du tableau La mort de Dezé, peint par Regnault en 1801. Le couple impérial y reçoit solennellement les personnes présentées à la cour. La galerie d'Apollon est la pièce la plus célèbre du palais. C'est le lieu choisi le 18 mai 1804 pour la proclamation de Napoléon Bonaparte comme empereur des Français en présence des autorités de la République. Napoléon y fait accrocher 80 tableaux du Louvre, laissés à l'admiration des visiteurs. Des meubles boules scandent les entrefenêtres. 3 vases monumentaux en porcelaine de Sèvres, réalisés sous Louis XVI, sont installés pour manifester l'excellence de l'artisanat français. Le salon de Diane est le salon de la Chapelle. Il est tendu de tapisseries des Gobelins. L'empereur y donne des audiences publiques pour les soldats et les fonctionnaires au sortir de la messe. En effet, depuis 1802, Napoléon et Joséphine assistent tous les dimanches à une messe publique dans la chapelle du palais. Les 3 salons sur la cour d'honneur constituent le grand appartement de l'empereur. Le premier salon devait être la salle du trône, d'où son riche ameublement de damas cramoisi. Le plafond représente la vérité et la sagesse, par Proudhon. Seul tableau de la pièce, le Napoléon franchissant le Grand Saint-Bernard, par David, date de 1801. Le salon des princes est tendu de l'étoffe de la chambre de la reine à Versailles. Il est utilisé pour les repas au grand couvert du couple impérial. Les dignitaires patientent dans ce salon, en attendant d'être reçus dans le grand cabinet de l'empereur. Le grand cabinet de l'empereur constitue l'apothéose de l'enfilade. Seul le couple impérial entre de droit dans la pièce, garni de tableaux du Louvre. L'Aurore, de Duc, occupe le centre du plafond. Environné d'un riche mobilier de bois doré, Napoléon y reçoit les ambassadeurs et les prestations de serment. Napoléon apprécie à Saint-Cloud l'accès immédiat au vaste parc, dans lequel il se promène à pied, à cheval ou en calèche, notamment avec Marie-Louise. Mais Saint-Cloud est aussi le cadre de grands événements de l'Empire. Le mariage de Napoléon avec Marie-Louise est un des faits marquants de son règne. La cérémonie du mariage civil a lieu le 1er avril 1810 à 2 h de l'après-midi, dans le cadre somptueux de la galerie d'Apollon, en présence de la cour impériale. L'empereur et l'archiduchesse signent chacun le registre de la famille impériale, sous le regard des ambassadeurs et des grands corps de l'État. Le soir, la foule immense réunie dans le parc assiste à l'illumination de la grande cascade, décorée de portiques, garnie de milliers de pots à feu. Ainsi, au soir de sa vie, Napoléon manifestera, avec nostalgie, le souvenir des beaux ombrages de Saint-Cloud.